Eh bien, bonsoir à tous, à vous qui êtes ici dans cette nouvelle salle au Petit Journal Montparnasse. C'est une grande première et bonjour à vous tous qui nous suivez sur la page Facebook de l'Humanitaire dans tous ses états. Donc, merci à tous les orateurs, 4 aujourd'hui, qui ont bien voulu accepter de se plier au jeu des 5 à 7 du CICR sur un sujet dont on verra qu'il est peut-être technique, mais qu'il est aussi philosophique, et en tous les cas, qui rejoint largement le tout premier, pour ceux qui s'en souviennent, le tout premier 5 à 7 que nous avons organisé en novembre 2007, et qui avait été organisé sur engagement humanitaire, l'indignation suffit-elle ? Et à la suite de l'affaire malheureuse de l'Arche de Zoé. Donc celui-ci est en quelque sorte une continuité à la dernière question, en tout cas à l'une des questions qui a été posée ce jour-là, en novembre 2007. Christian, merci de nouveau de bien vouloir animer ce débat et d'être toujours avec nous. Et maintenant, je te donne la parole pour animer. C'est à toi. Merci Ghislaine, bonsoir à tous. Donc dans ce décor, ce nouveau décor, voilà, qui nous change du Grand Palais, voilà, aujourd'hui donc devant ce rideau rouge. Nous allons donc, comme le disait Ghislaine à l'instant, donc parler aujourd'hui de certification humanitaire. Alors un thème technique, mais comme le soulignait Ghislaine, un thème sur lequel derrière il ne faut jamais perdre de vue qu'il y a aussi des bénéficiaires et des victimes. Et je crois que si on parle de certification humanitaire, c'est précisément pour avoir toujours à l'esprit que les ONG et les organisations internationales sont au service des bénéficiaires et des victimes. Donc il s'agit d'améliorer. On verra aussi que c'est une longue histoire, en fait, c'est cette question de la certification. On évoquait tout à l'heure en préambule avec nos intervenants le fait que déjà il y a 15 ans, on évoquait ces questions qui allaient de pair avec celle de la professionnalisation des ONG. Et on verra donc aujourd'hui où nous en sommes de ce chantier qui continue et en même temps qui s'approfondit. Alors, pour évoquer toutes ces questions-là et réfléchir aujourd'hui avec nous, donc 4 intervenants qui viennent justement d'horizons assez différents, de façon à permettre d'avoir 4 regards sur ces questions. Je commencerai par Wolf-Dieter Eberwein, qui est donc universitaire, chercheur bien connu sur ces questions de rapport entre la politique internationale et la solidarité internationale, les questions d'ONG, d'organisation. Wolf a été lui-même d'ailleurs président de Voice, le collectif européen Voice, donc il connaît de l'intérieur aussi ces questions-là, et pas seulement comme un chercheur. David Laukershaw, donc vous êtes responsable des politiques et relations extérieures de HAP International, je le dis en français, voilà, on en reparlera tout à l'heure, vous êtes situé à Genève et vous êtes donc précisément un centre de ressources et au-delà d'un centre de ressources, donc une sorte de consortium d'associations internationales qui travaillaient sur ces questions de normes. Et puis donc à ma droite, Fabrizio Carboni, vous êtes le chef adjoint de division pour la politique humanitaire du CICR. Vous avez été aussi, bien sûr, comme tout bon responsable du CICR sur le terrain, et je crois que d'ailleurs, à partir du mois d'août, vous allez gagner Beyrouth avec donc le chef de délégation pour le Liban, pas très loin de la Syrie, gros dossier. Et puis nous avons donc comme 4e intervenant Luciano Luiacano, qui est donc de Handicap International et qui lui aussi a fait beaucoup de terrain, voilà, pour différentes ONG et pour handicap, et qui est donc responsable de la redevabilité et de la qualité à Handicap International. Donc 4 points de vue très, très différents qui vont nous permettre d'explorer toutes ces thématiques pendant 2 heures. Alors la règle du jeu, vous la connaissez, c'est interactif, c'est-à-dire que vous êtes nombreux à nous avoir rejoints ce soir, donc on interviendra aussi avec vous. Et puis on va ouvrir, vous savez, la règle du jeu, on ouvre toujours sur une question a priori simple, mais qui n'est pas si simple que ça, mais pour laquelle je vais vous demander une réponse courte. C'est doit-on, faut-il réguler ce monde de l'humanitaire, déjà pour poser une première couleur à notre débat. Wolf, peut-être ? Bon, juste pour commencer, on vient de dire que cette question de certification, c'est entre le technique et le philosophique. Au milieu, il y a la question de politique. Et je crois que c'est probablement la question la plus importante. Faut-il certifier ou non? Je crois qu'on est dans ce processus depuis des années, depuis, disons, je dirais dans les années 90, avec le Rwanda a été un déclencheur.
Pardon ? Le Rwanda a été un déclencheur. Entre autres, oui. Voilà, donc on est dans ce processus depuis. Voilà, je m'arrêterai là pour le moment. David ? Alors vous allez me dire oui, évidemment, puisque finalement c'est votre quotidien. Est-ce qu'il faut certifier ? HAP certifie non pas pour le contrôle, mais pour améliorer la qualité. Donc ceux qui le font sur une base volontaire. Ensuite, je pense que si on va dans une direction où on demande à tout le monde de certifier et qu'on va dans une direction où c'est juste un exercice où on doit, comme on dit en anglais, tick the boxes, je pense que la valeur ajoutée ne sera pas forcément là. Mais comme il a été dit, la question de la régulation du secteur, ça fait déjà 15 ans qu'elle a commencé avec tous les systèmes d'accréditation des bailleurs de fonds. Donc la certification est une autre perspective, mais ce processus-là de régulation a déjà commencé. Fabrizio, donc le CICR a été un pionnier dans ces régulations, ces élaborations de normes, je crois. De standards. Alors, pour revenir à la certification, je ne sais pas si la certification est la solution. Ce qui est certain, c'est que même si on est dans un processus évolutif, aujourd'hui, dans l'état dans lequel on est, ce n'est pas satisfaisant. Chaque fois qu'il y a des évaluations qui sont faites sur les grandes actions humanitaires, post-tsunami, Mali et autres, il y a toujours un niveau d'insatisfaction qui est exprimé et c'est lié à la qualité des prestations de la communauté humanitaire, du secteur humanitaire globalement. Donc je crois que le statu quo n'est pas possible. Eh bien, on va développer ça avec vous dans un instant. Handicap international, donc Luciano. Alors, la première question, c'était faut-il réglementer ou réguler mieux le secteur ? Oui. Alors, ça a été dit un petit peu, mais c'est un secteur qui est déjà régulé et encadré. Il y a un droit international avec des principes, ce droit international humanitaire. Il y a les lois nationales dans les pays, non seulement d'intervention de l'action humanitaire, mais aussi dans les pays d'origine où sont implantées les organisations, qui sont contrôlées comme toute entité juridique existante. Il y a dans les pays qui sont affectés par les crises d'une certaine ampleur, des mécanismes de coordination interagences et interacteurs, en général sous l'égide de l'ONU. Et puis, les organisations sont elles-mêmes déjà contrôlées, soit par des autorités de régulation type Cour des comptes, ou même des comités déontologiques auxquels elles appartiennent. Donc il y a là un treillis qui encadre et qui filtre finalement l'ensemble des acteurs humanitaires. Donc s'il y a certification, c'est pour quoi faire ? Et pourquoi faire de plus, éventuellement de mieux, qui ajouterait à la rationalisation de l'activité. Alors là, on débouche ensuite sur la question de la qualité, si c'est la question de la qualité qui est posée, mais c'est peut-être le coup d'après. Ma réponse était courte, hein, ça vous va ? Très bien, parfait. Mais vous avez raison de souligner qu'on parle bien ce soir effectivement des questions de labellisation, on parle bien des questions de certification, un peu à l'instar en fait de ce qui se développe déjà depuis des années dans le secteur privé de l'entreprise. Par exemple, à travers des normes de qualité, des référencements, etc. Et il s'agirait donc d'appliquer peut-être à ce système humanitaire en fait des pratiques qui sont largement répandues dans l'univers de l'entreprise. La première question, donc, on peut peut-être s'interroger maintenant tous les quatre ensemble sur ce parcours qu'on évoquait tout à l'heure avec Wolf, en disant que ça avait commencé dans les années 90, que c'est finalement un long cheminement et qui est de toute façon encore en cours, en progrès. Hein, on n'est pas du tout dans quelque chose de figé. Donc peut-être je me retournerai vers vous, Fabrizio, puisque le CICR a été un des premiers organismes à publier un code de conduite. C'était en 1994. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette historique vue du CICR ? Et ensuite, on verra avec Wolf, peut-être pour une sorte de panorama, justement, des différentes époques. Alors, pour commencer, je précisais que ce code de conduite n'est pas un code de conduite du CICR. En tout cas, si on parle du fameux code de conduite, il y a effectivement, dans le nom, il y a un malentendu, vu qu'on parle de code de conduite pour les mouvements Croix-Rouge, Croissant-Rouge et les ONG. Mais c'est principalement un outil qui a été développé avec des coalitions d'ONG et qui vise des organisations qui ont des mandats à la fois humanitaires et à la fois des mandats de développement. Et donc, c'est des principes de l'action humanitaire, on va dire, pour ce type d'organisation. Très tôt, le CICR, mais pas que le CICR, je veux dire, toutes les grandes agences humanitaires ont réfléchi sur l'identification de standards minimums. C'est des standards minimums qu'il faudrait respecter dans toutes les circonstances.
Alors, il y a les principes que vous avez mentionnés, principes d'action humanitaire. Le plus fameux, un des plus fameux, c'est sûrement le principe SPHERE, les standards SPHERE. Et puis, on a développé tous ces standards, et puis à un moment, on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant d'avoir des standards. C'est qu'il fallait quand même pouvoir répondre. Alors, en anglais, on a le fameux concept d'accountability. Alors, on a débattu avant le débat pour savoir quel est le terme qu'on allait utiliser. Et comme on veut éviter d'utiliser des mots anglais, on a convenu qu'on allait utiliser le mot accountability. Et donc, l'accountability est la deuxième phase. Mais c'est toujours un processus très, en vase clos. C'est l'organisation humanitaire qui réfléchit elle-même sur des standards qu'elle décide d'appliquer. Suite à Haïti, notamment les inondations au Pakistan, il y a eu vraiment un gros débat en se disant est-ce qu'il n'est pas temps de passer à une autre phase? C'est-à-dire que l'autorégulation a montré certaines limites, comme je dis, surtout à Haïti et notamment les inondations au Pakistan. Est-ce qu'il n'est pas temps de penser à identifier un organe, un regard externe au monde humanitaire qui puisse valider certaines compétences? Et c'est là que le débat sur la certification a pris de l'ampleur. Ce n'est pas nouveau le concept de certification, mais on peut vraiment dire qu'après les inondations au Pakistan et le tremblement de terre à Haïti, il y a eu un coup d'accélération par rapport aux réflexions sur la certification, qui va d'ailleurs aboutir fin de la semaine à une première grosse réunion autour de la certification à Genève. On en parlera tout à l'heure. Wolf, vous partagez un peu le point de vue, là, qui est de dire qu'il ne fallait pas laisser les gens eux-mêmes, et puis ensuite... Non, en principe, je pense que c'est correct, mais historiquement... Le Code de conduite 1994, si je me rappelle bien, les dérives qu'on a vues dans le monde humanitaire qui s'expliquent par l'évolution ou l'explosion carrément des acteurs humanitaires à la fin des années 80 déjà, c'est pas seulement à la fin de la guerre de froide, on a eu les dérives sur les Balkans sans réaction. Et c'est avec finalement le Rwanda où, pour la première fois, on a fait une évaluation de qu'est-ce que font ces gens, qu'est-ce qui se passe, etc. Parce qu'il y a eu énormément de problèmes. Donc là, on s'est rendu compte qu'il y a un besoin de réguler sur une base volontaire d'abord. Et donc, on a le code de conduite, donc sur la base normative. Et la deuxième phase, c'est une phase plutôt technique. Donc, c'est avec les standards SPHERE. Qui n'était pas forcément accepté par tous, c'était trop technique. Et vient une troisième phase, je dirais, c'est avec ALNAP. ALNAP qui se dit, il faut évaluer ce que font les acteurs humanitaires sur le terrain. Parce que ça, c'est quand même important. Et puis, finalement, vient cette question de certification, qui d'ailleurs a commencé avec HAP, mais d'origine, c'était plutôt cette idée d'un ombudsman, c'est-à-dire on a quelqu'un auquel s'adresser quand il y a des dérives dans l'action humanitaire. Bon, ça c'est une partie. On a une deuxième partie que je dirais, c'est plutôt essayer d'établir un système de gouvernance. Donc, je passe à travers toutes les choses et puis j'aboutirai avec la réforme du système humanitaire des Nations Unies, qui se voulait comme chapeauter toute cette histoire. Et en parallèle, il y a eu tout un nombre de déclarations, etc., comme Civil Military Defense Assets des Nations Unies. Il y a les Oslo Guidelines en cas de catastrophe naturelle. On a le Good Humanitarian Donorship, parce qu'il ne faut pas oublier que les gouvernements, aussi bien les bailleurs de fonds, sont aussi bien demandés en termes de régulation, pas exclusivement les ONG. Quoique, normalement, quand on parle de régulation, on se focalise toujours sur les ONG. Et en plus, on prend les exemples extrêmes. L'Arche de Zoé a été mentionné. L'Arche de Zoé, c'est quand même assez intéressant. Une organisation qui avait le soutien, apparemment, d'un ministre français. Ce n'est pas le monde les organisations humanitaires elles-mêmes. Donc, on est dans un monde avec plein de régulations qui sont toutes volontaires. L'intéressant, c'est que, et j'en terminerai là, qu'on a ces régulations, ces recommandations de quoi faire, mais quand les acteurs veulent le faire, ils le font. Quand ils ne veulent pas, ils ne le font pas. Surtout les gouvernements. Merci. David, donc on est toujours un peu dans l'historique, dans la remise au clair de ce paysage. Donc HAP, donc ça veut dire Humanitarian Accountability Partnership, donc a été créé à quelle époque et dans ce contexte que évoque Wolf?